Moscou et Minsk entament ce jeudi 10 jours d'exercices militaires communs au Bélarus dans un climat de tension internationale autour de l'Ukraine. Le président français veut renforcer la dépendance au nucléaire. Qu'en pensent les habitants vivant à proximité d'une centrale? Dans ce journal, reportage près du site du Bugey dans la région de Lyon. Alors que les pays riches sont appelés à l'aide financière pour aider les pays défavorisés à lutter contre le Covid, la République tchèque met fin à son pass sanitaire. Moscou et Minsk entament ce jeudi 10 jours d'exercices militaires communs au Bélarus dans un climat de tension internationale autour de la question ukrainienne. À la veille du début de ces exercices, le ministère russe de la Défense a diffusé ces images montrant leur déploiement au Bélarus. Ce déploiement de troupes et d'armements vient s'ajouter à la centaine de milliers de soldats que Moscou est accusé d'avoir massés à sa frontière avec l'Ukraine et qui font craindre aux Occidentaux une éventuelle invasion russe en Ukraine. La Russie dément et exhorte les États-Unis et leurs alliés à freiner le déploiement de l'OTAN en Europe de l'Est. Sur le plan diplomatique, le chancelier allemand a salué ce mercredi des progrès en vue d'une désescalade des tensions lors de cette conférence de presse avec la chef du gouvernement danois. Bien sûr, il reste des points de divergence sérieux dans la façon dont nous voyons les choses au cours de ces discussions. Mais il y a des discussions. De même, l'OSCE est redevenue une plateforme d'échange sur la sécurité en Europe, ce sur quoi nous avons toujours mis l'accent, et c'est un progrès. Après avoir rencontré Joe Biden ce lundi, Olaf Scholz doit se rendre à Kiev et à Moscou la semaine prochaine. Moscou, où la ministre britannique des Affaires étrangères est arrivée ce mercredi pour y rencontrer son homologue russe et pour fortement encourager la Russie à s'engager sur la voie diplomatique au risque de se voir exposée aux sanctions internationales. Sergei Lavrov a aussitôt appelé à un changement de ton côté britannique. Boris Johnson doit pour sa part se rendre à Bruxelles et à Varsovie ce jeudi pour y rencontrer notamment le secrétaire général de l'OTAN. Dans l'est de l'Ukraine, ces soldats se livrent à une véritable guerre des tranchées. À quelques dizaines de mètres sont stationnées les forces séparatistes russes. C'est une tranchée très exposée. Elle devrait être beaucoup plus profonde. Alors que les chefs d'État discutent de l'éventualité d'une guerre, ces hommes sont stationnés près de la ville de Popasna face aux séparatistes russes qui contrôlent ces territoires en rouge sur la carte. Parmi eux, Vlad, 22 ans, qui nous explique les raisons de son engagement. Je suis venu ici parce que la guerre a commencé et que nous devons défendre notre pays. C'est la deuxième fois qu'il se mobilise depuis le début du conflit dans la région du Donbass. Avant que les séparatistes ne prennent le contrôle de ces territoires en 2014, Vlad rêvait d'étudier la médecine pour devenir cardiologue. Prendre les armes, pour lui, était un dernier recours. Si nous ne gagnons pas cette guerre, l'Ukraine sera détruite. La Fédération de Russie, non, pas la Fédération de Russie, Poutine veut créer une nouvelle URSS et c'est terrible. Après 8 ans et plus de 14 000 victimes, cette guerre semble être dans l'impasse. Mais des escarmouches et des bombardements se poursuivent régulièrement. Depuis ces différents postes, les soldats nous disent que les choses sont calmes pour l'instant, mais que le conflit se poursuit et que toute l'aide militaire envoyée en Ukraine n'est pas encore arrivée. Selon les renseignements ukrainiens, 35 000 rebelles sont stationnés de l'autre côté, soutenus par 20 000 soldats russes sur le terrain. Des affirmations que Moscou dément. La Russie affirme également qu'elle ne souhaite pas envahir l'Ukraine, malgré les quelques 120 000 hommes présents à la frontière. Vlad espère que la diplomatie prévaudra, mais les troupes se préparent à toute éventualité. J'espère que les sanctions pourront arrêter cette guerre. Mais la Fédération de Russie ne connaît pas ce mot. Ils ne connaissent que la force et la guerre. Et je pense que si notre pays reste uni,
Nous pouvons rivaliser avec la Fédération russe. La France continue de miser sur le nucléaire. C'est du moins le choix du président Emmanuel Macron qui présente ce jeudi un plan de relance du nucléaire. Actuellement, les 2/3 de l'électricité produite en France est d'origine atomique. Nous sommes à Saint-Vulbas, près de Lyon. C'est ici qu'a été construite il y a 50 ans la centrale nucléaire du Bugey. Elle fait partie des meubles, si on peut dire, selon la coutume qui est dite. Économiquement, c'est le poumon. Le poumon est de Saint-Vulbas et également de la région, puisque c'est une manne financière qui arrive au niveau des collectivités, au niveau du département. Avant, Saint-Vulbas était une commune rurale, 370 habitants. Elle en compte presque 4 fois plus aujourd'hui. La centrale a boosté l'économie de toute la région avec des créations d'emplois directs et indirects. Elle contribue largement au budget de la commune, qui a ainsi pu construire de nombreux équipements pour ses habitants, salles de spectacle, piscines et même un boulodrome de compétition. Si le nucléaire ne serait pas été là, peut-être que où on est là n'existerait pas. C'est pas peut-être, c'est sûr. Sur place, les avis semblent donc largement favorables à la centrale et même à son développement. On évoque la création de réacteurs de nouvelle génération, des EPR. Quelques voix critiques s'élèvent pourtant. Pour nous, le choix du nucléaire, que ce soit ici à Bugey ou ailleurs, c'est un non-sens. C'est pas une solution pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Si vous voulez, le nucléaire, c'est un gouffre à argent. C'est déjà un gouffre à argent. Il faudra des milliards et des milliards pour arriver à mettre sur pied ces EPR, qui en plus ne fonctionnent toujours pas. Donc on a des risques d'accident avec ces nouveaux EPR qui ne sont pas négligeables. Il y a 2 jours, EDF a annoncé l'arrêt de 3 réacteurs nucléaires, dont l'un se trouve à la centrale du Bugey. Il s'agit de contrôler d'éventuels problèmes de corrosion sur les systèmes de sécurité. Les pays européens allègent les uns après les autres les restrictions sanitaires liées au Covid. Ainsi l'Espagne qui renonce au port du masque en extérieur. Madrid estime que l'épidémie évolue de manière encourageante, avec depuis quelques semaines une décrue du nombre des contaminations. Idem en Italie. La population pourra faire tomber le masque à partir de ce vendredi, sauf dans les lieux très fréquentés. Les discothèques vont rouvrir après 2 ans de fermeture. Un clin d'œil pour les amoureux. Cet allègement des restrictions coïncide avec la Saint-Valentin. En France, des convois de véhicules sont partis depuis plusieurs villes avec pour objectif de rallier Paris ce vendredi. Ils s'inspirent des convois pour la liberté formés au Canada pour dénoncer les mesures sanitaires jugées liberticides par ces manifestants. La préfecture de police de Paris a annoncé l'interdiction de ces rassemblements dans la capitale entre vendredi et lundi. Elle invoque des risques de troubles à l'ordre public. Mobilisation contre les mesures sanitaires également aux Pays-Bas. Les autorités néerlandaises ont pourtant assoupli les restrictions ces dernières semaines, notamment en autorisant la réouverture des restaurants. Mais ces manifestants réclament davantage de liberté. Les autorités canadiennes durcissent le ton face à l'occupation et le blocage des rues de la capitale Ottawa depuis fin janvier par des opposants aux restrictions sanitaires contre le Covid-19. Le Premier ministre Justin Trudeau a appelé à mettre un terme à des blocages et manifestations illégaux inacceptables. La police canadienne a pour la première fois menacé d'interpeller les manifestants et saisir les véhicules. La police néo-zélandaise a commencé à évacuer un campement installé depuis 3 jours par des manifestants anti-vaccins devant le Parlement à Wellington. Une intervention qui a donné lieu à des heurts et plus de 120 arrestations. L'évacuation complète pourrait prendre plusieurs jours selon la police, qui accuse certains militants d'utiliser des enfants comme boucliers humains. En Libye, le Premier ministre Abdulhamid Dbeibeh aurait été visé par une tentative d'assassinat. Une source proche, citée par l'agence de presse Reuters, affirme que son véhicule a essuyé des tirs d'armes à feu tôt ce jeudi alors qu'il rentrait à son domicile, à Tripoli. Abdulhamid Dbeibeh n'aurait pas été blessé. Cet incident, s'il est confirmé, ne manquerait pas d'aggraver la profonde crise politique qui déchire actuellement le pays.
Le Rafale continue de bien s'exporter. L'Indonésie a passé commande pour 42 unités de l'avion de combat français. Un premier contrat de 6 appareils a été signé ce jeudi. 36 autres suivront dans un contrat à venir. Jakarta cherche à renouveler une flotte aérienne vieillissante alors que les tensions régionales se sont accentuées ces dernières années. De son côté, la France vise à renforcer ses partenariats stratégiques dans la zone Pacifique.